Eh bien voilà, chers auditeurs, bonsoir, Olivier Tournafond, ce 31 mars 2026, dans une émission consacrée aux libertés universitaires, dont on va voir qu'elles sont quand même pas mal malmenées pour toutes sortes de causes. J'ai le plaisir de recevoir dans ce studio mon éminent collègue Aram Mardi-Rossian, professeur à Paris 1, et mon également éminent collègue Jean-Luc Cornel de Boissaison, professeur actuellement sans chair, on va dire, hein, sans chair, Mmh. depuis un incident très fâcheux qui est arrivé à la faculté de Montpellier. Mais on espère tous qu'il sera rétabli dans ses droits un jour. Et puis nous avons Marc de Staël qui va assurer donc la lecture des questions des auditeurs. Sur cette question des libertés universitaires, alors, bon, quelques mots sur ces libertés universitaires. Elles sont très anciennes, elles remontent au Moyen Âge, hein. Elles datent d'une époque où la connaissance était privilégiée et on devait considérer que les universités étaient des havres de réflexion et d'objectivité, d'impartialité. Et il faut dire que ces libertés universitaires se sont assez bien maintenues tout au long du temps, tout au long de l'histoire, mais elles sont aujourd'hui menacées par différents facteurs que j'évoquerai avant de laisser la parole à mes invités qui pourront exprimer leur point de vue. Alors d'abord, comment devient-on professeur d'université? Eh bien, c'est une question que souvent les gens se posent. Alors, ça, c'est très variable d'un pays à l'autre et d'une discipline à l'autre. Il faut généralement être docteur, docteur en droit, docteur en sciences, docteur en économie, docteur en médecine. Bon, c'est une condition requise a priori. Après, suivant les pays et les matières, on est soit nommé par une sorte de cooptation, ce qui est le cas dans les pays germanophones qui ne connaissent pas le système d'agrégation, ou d'ailleurs dans les pays de common law, où on vient souvent d'ailleurs non pas du milieu universitaire, mais du milieu des praticiens, parce que les universitaires sont souvent soit des gens qui ne sont pas vraiment chez nous juristes, c'est plutôt des sociologues, ou alors si c'est des juristes, ils viennent d'une école de droit, ils ont été avocats, magistrats, et puis ils enseignent. Et, ou alors on a dans certains pays latins comme la France, les concours d'agrégation, mais qui n'existent pas dans toutes les disciplines. L'agrégation qu'il ne faut pas confondre avec l'agrégation dite du secondaire, qui elle n'implique pas d'être docteur et qui est déjà un concours difficile d'ailleurs, hein, par exemple en lettres classiques. L'agrégation du supérieur, elle, implique d'être docteur et elle existe, à ma connaissance, en droit et elle existait en médecine et en pharmacie, mais je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Je crois que ça a changé. Et elle existait en sciences économiques également, mais je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui ou non. Oui, 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 ça oui, existe toujours, voilà. tout Et à est-ce fait. en médecine en médecine et en pharmacie, est-ce que ça existe encore, le système de l'agrégation? J'ignore, j'ignore. Vous ne savez plus? Oui, je crois que ça a été supprimé pour au profit. Alors, il y a d'autres moyens de devenir professeur d'université. C'est de passer ce qu'on appelle à la voie longue, c'est-à-dire sur ses travaux. Alors là, il faut être plus âgé. Alors, l'avantage du système de l'agrégation, c'est qu'on peut être nommé professeur très jeune. Là, c'est un grand avantage. Je crois que notre collègue Cornel de Boissaison a été nommé très jeune professeur, hein, si je ne m'abuse, puisque on m'avait présenté, le doyen des radios m'avait présenté, m'avez présenté comme un surdoué. Il m'avait dit voilà, dans les couloirs de Paris 12. Et il y a des gens qui se sont agrégés plus tardivement parce qu'il faut repasser le concours. C'est très prenant, c'est un concours très difficile comme l'ENA ou Polytechnique, hein. Et l'avantage, c'est qu'on peut être professeur très jeune. Et puis, on a acquis, évidemment, avec le concours d'agrégation, une excellente méthodologie. C'est ça qui reste toute sa vie. Heu, on sait bâtir un plan, on sait s'exprimer. C'est un concours pédagogique, un concours qui consiste à faire passer des idées compliquées auprès d'un public qui n'est pas a priori spécialiste. Et donc c'est un concours difficile et très formateur. Alors le travail de professeur d'université est un travail extrêmement intéressant et très agréable parce qu'il y a un contact avec les étudiants, un échange constant. C'est un milieu, de gens intellectuels. Alors ils n'ont pas toujours fait preuve d'un très grand courage dans l'histoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais dans l'ensemble, ce sont des gens distingués, intéressants, agréables, d'un commerce très plaisant. Et puis alors, les libertés, justement, universitaires sont très grandes. C'est d'une part,
une absence totale de hiérarchie, il ne faut pas l'oublier. On n'a pas de supérieur hiérarchique. Et une liberté d'expression qui, en principe, est gravée dans le marbre de la Constitution. C'est-à-dire qu'on ne peut dire ce que l'on veut à condition de rester dans les limites, bien sûr, de la décence et du raisonnable. Mais on peut, en principe, on ne peut pas être inquiété par ses opinions. Alors, d'une manière générale, on ne peut jamais être inquiété pour ses opinions. Hein. C'est la Déclaration des droits de l'homme. C'est également l'arrêt, j'ai oublié le nom de l'arrêt du Conseil d'État rendu dans les années 46-48, je ne sais plus comment il s'appelle cet arrêt, qui a décidé qu'on ne pouvait jamais discriminer quelqu'un sur ses idées politiques. Donc, sur le papier, on est... L'arrêt Barrel. Voilà, c'est ça. Barrel, Voilà, ouais. c'est ça. On Oui, est oui. très protégé et c'est un mode de vie C'est extrêmement peut-être un agréable parce que vous n'avez pas d'horaire de bureau. Vous êtes libre absolument d'organiser votre temps comme vous voulez. C'est fondé un peu sur le principe noblesse oblige, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes prof d'université, on estime que vous avez suffisamment d'amour-propre pour être digne de votre titre et que vous n'allez pas vous laisser aller à la paresse ou au mercantilisme. Alors malheureusement, ça n'est pas toujours, toujours le cas, mais la plupart du temps, il faut dire que les universitaires sont assez fidèles à cet idéal. Et surtout, ceux qui... Bon, il y en a ceux qui sont volongués aussi, bien sûr, mais beaucoup de gens qui sont passés par l'agrégation, c'est un peu comme un ordre de chevalerie. D'une certaine manière, je dirais que c'est le dernier titre nobiliaire qui existe encore. Alors, il n'est pas héréditaire, il est viager, mais je rappelle que sous l'Ancien Régime, le fait d'être professeur à l'université entraînait l'anoblissement au bout d'un certain nombre d'années. Je crois que c'était une vingtaine d'années pour un... Je crois que Jean-Luc Cornel de Boissaison pourra peut-être nous donner des précisions sur cet anoblissement, une été comitale était remise. Donc, normalement, nous serions comtes, n'est-ce pas, Aram, et peut-être vous, pas encore, peut-être vicomte seulement, mais vous l'êtes déjà par ailleurs. Vous l'êtes déjà de toute façon. Vous l'êtes de manière héréditaire. Bon. Mais on était anoblis, ce qui était très bien. Je trouve que, moi, je suis très favorable aux ordres nobiliaires. Je trouve que c'est un moyen d'élever l'homme et pas de le rabaisser. Alors, c'est un métier merveilleux parce que vous mettez vos cours quand vous voulez, vous pouvez choisir vos cours si vous êtes prof, vous avez une priorité sur les autres membres du corps académique, notamment les maîtres de conférences, les assistants et tous les autres. Vous dirigez une équipe pédagogique, vous pouvez exprimer votre vision du monde. Ce qui est extrêmement agréable parce qu'on peut avoir une vision rationnelle et propre. Et souvent, dans vos écrits, vous défendez cette vision. Ça, c'est le bon côté de cette profession qui présente en même temps une extraordinaire sécurité de l'emploi parce que on est fonctionnaire, on a la liberté d'un artiste, mais on est payé par l'État. Ce qui est extrêmement agréable, c'est un des métiers les plus agréables au monde, je dirais. Mais il y a des bémols. Les bémols, c'est les atteintes à ces libertés universitaires. Alors, les bémols, c'est le premier, et ça s'est beaucoup aggravé depuis, on va dire, une vingtaine d'années, c'est la médiocrité et l'indigence des traitements. Dans les années 60, un professeur d'université gagnait relativement bien sa vie, puisque Philippe Malinvaud racontait dans les années 2000 qu'un prof d'université gagnait à peu près l'équivalent de 10 000 euros par mois, ce qui était quand même considérable. Aujourd'hui, le même prof d'université, il gagne la moitié. Il gagne la moitié parce qu'il y a eu une érosion du pouvoir d'achat. Et si je vais faire comme Coluche, je veux dire, je prends un exemple au hasard, moi, c'est ce que disait Coluche. Quand j'ai commencé comme jeune prof agrégé en 1989 à la faculté de droit de Chambéry, je me souviens que mon traitement net était de 15 000 francs par mois. Et à l'époque, on me disait, oh là là, c'est pas beaucoup. Un préfet gagne le double. Je me souviens très bien, gagne 30 000 francs par mois. C'est pas beaucoup, il faut avoir d'autres moyens d'existence. C'est vraiment pas beaucoup. Eh bien, les 15 000 francs par mois représentent en pouvoir d'achat, j'ai fait le calcul, exactement ce que je gagne aujourd'hui, en professeur de première classe, à 4 500 euros par mois. Ça équivaut en pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, je gagne la même chose qu'au début, sauf que j'ai fait toute une carrière, et que ça veut dire qu'au lieu de progresser dans l'échelle indiciaire, en fait, j'ai complètement stagné. Et je pense que vous, Aram, vous êtes dans la même situation. Vous devez gagner
pas plus, sinon peut-être moins que ce que vous gagnez quand vous avez été Alors, jeune prof. ouais, je suis classe exceptionnelle, Vous êtes mais à vous, vous ouais, avez passé la classe ouais, exceptionnelle. mais Moi, bon, on me ça l'a change. refusé pour des raisons politiques, dont je Ouais, parlerai tout à je suis l'heure. passé entre les gouttes. Oui, vous avez bien fait, vous avez été plus habile que moi, surtout vous êtes Bon, pourtant vous vous êtes sur ce coup-là, exposé. peut-être plus chanceux, je pense. Et vous gagnez donc un peu plus que les Ouais. 4 500, hein, Mmh. oui. Mais enfin, ça fait pas beaucoup par rapport à ce que gagnait un alors en Allemagne, un Non, prof et gagne vu le beaucoup ratio plus. de diplômes, Et d'années oui, de ouais, ouais, c'est ouais, enfin, ouais. Et un prof en Suisse gagne quand même 10 000 12 000 francs suisses par mois, suivant les cantons. aux États-Unis, pareil. Voilà, donc ça change tout. C'est-à-dire que là, alors c'est une première entrave à la liberté, parce que quand vous gagnez si peu, vous pouvez même plus vous loger dans une métropole comme Paris. Vous ne pouvez plus, à moins d'avoir une fortune personnelle, avoir des revenus annexes, évidemment. Mais là, Oui. vous avez de toute manière une indépendance par la force des choses. Si vous avez une fortune personnelle, vous êtes de toute façon Mmh, indépendant. mmh, mmh, mmh. L'indépendance financière, c'est la clé de la liberté. Et elle est elle-même fondée sur le droit de propriété. C'est pour ça que je suis un grand défenseur du droit de propriété. Parce que je pense qu'il y a un lien entre la propriété et l'indépendance financière et l'indépendance tout court et la liberté tout court. Donc l'idéal, c'est pas de prendre à ceux qui ont quelque chose, c'est de faire en sorte que tout le monde s'enrichisse. C'est ça le vrai sens du progrès, c'est celui-là. Alors, donc, si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vivre décemment dans une ville comme Paris, où un loyer d'un appartement bourgeois, c'est facilement 3 000 € par mois, vous n'avez pas les moyens. Alors vous êtes obligé, eh bien, de monnayer, non pas vos charmes, parce que là, c'est un peu exagéré, mais de monnayer vos talents en devenant avocat ou conseil. Et là, c'est une atteinte extrêmement grave à la liberté universitaire parce que vous êtes soumis au bon vouloir de gens qui sont des clients. Alors, il y a des domaines où ces gens on se fichent comme de l'an 40, des idées politiques. Vous pouvez, après tout, vous êtes en droit des affaires, vous êtes en droit social, et encore en droit social, c'est Un tangent droit déjà. social, Ouais, c'est tangent. c'est Mais vous êtes dans certains domaines, c'est technique, vous êtes fiscaliste. Ouais, quoi que fiscaliste, c'est tangent aussi, hein. Vous perdez, si vous êtes mal vu de vos clients, bah, vous ne pouvez pas vous permettre de les perdre. Parce qu'ils ont des conflits d'intérêts, eux. Un de mes collègues, dont je tairai le nom, de Paris 12, m'a dit, parce qu'il sait très bien que je suis très à droite, comme nous tous hein, ici, et il m'a dit, tu comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi, jamais je ne pourrais le dire, parce que tu comprends, j'ai des clients, je dépends de mes clients, et je n'ai pas le droit de déplaire à mes clients. Parce que si j'ai plus mes clients, je paye plus mon crédit, je paye plus la voiture, je paye plus le cabinet, j'ai plus de travail, c'est dramatique. Donc moi, la vérité, eh ben, ça m'intéresse pas. Voilà. Moi, il faut que je vive. Un point, c'est tout. Donc, ça vous donne une idée de la perte de liberté que ça entraîne immédiatement. Dès lors que vous êtes soumis à des groupes d'influence qui vous payent, vous n'avez plus de liberté, de facto. Ça, c'est la première grave atteinte. Alors, ou alors, vous vivez comme Diogène dans un tonneau, et vous gardez votre liberté, ou vous faites comme Aram Mardi-Rossian, vous arrivez à défendre la vérité envers et contre tout, mais parfois à quel prix? À quel prix? Bon, ça, c'est le premier inconvénient. Alors, bien sûr, première atteinte à la liberté. La deuxième atteinte à la liberté, alors ça, on en parlera avec Aram tout à l'heure, c'est depuis 2010, jusqu'en 2010, on était à peu près tranquille. C'est les contraintes bureaucratiques insupportables auxquelles nous sommes désormais soumis, avec en permanence des obligations euh, de répondre à des rapports, notamment des rapports d'auto-évaluation sur des plateformes numériques, comme l'auto-évaluation que la haute autorité, l'HCRS, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est vrai. c'est quoi, haute autorité, autre, je ne sais plus, c'est un bidule qui a été supprimé d'ailleurs. Alors, j'ai vu, en 2014, il y a eu une première auto-évaluation, ça faisait 50 pages, sur les diplômes que je dirigeais. J'ai passé une semaine à répondre à ce truc-là, j'en pouvais plus, et c'était encore à peu près intelligible. Mais la vague suivante à laquelle nous avons participé, rappelez-vous, Marc, alors là, c'était absolument délirant. Il y a pas C'était de l'aliénation mentale parce qu'on ne comprenait même plus de quoi il s'agissait. La notice explicative était épaisse comme un annuaire du téléphone. C'était totalement
incompréhensible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'était un tableur qui faisait 159 lignes, Voilà, avec une 12-13 colonnes, Oui. et beaucoup de novlangues soviétiques bureaucratiques qu'il fallait remplir. Et alors, un tableur qui ne pouvait être vu qu'avec un très très long écran de plus de 3 mètres de long. Et encore, il fallait presque prendre une loupe pour examiner, pour lire chaque ligne. Autant dire que sur un écran d'iPhone ou sur un écran d'ordinateur normal, c'était inutilisable. Dans les années 90, quand j'ai été prof, j'étais à Chambéry, on avait des secrétaires, elles tapaient tout le courrier, il n'y avait aucune corvée bureaucratique. Jamais. De temps en temps, il fallait présider la commission de spécialistes, il fallait lire des thèses, c'était notre métier. Corriger les copies, il n'y avait pas de corvée bureaucratique. Il y en a commencé à y en avoir plus ou moins entre 2000 et 2010, mais c'est à partir de 2010-2020 que ça a littéralement explosé. Alors, ce qui est cocasse, c'est que Marc et moi, nous avons décidé, à la grande surprise de certains collègues, de répondre absolument n'importe quoi. Nous avons répondu n'importe quoi, et Marc est un spécialiste de la langue de bois soviétoïde. Et un jour, un de mes collègues me dit « Mais Olivier, vous vous rendez compte que cette phrase ne veut absolument rien dire ?» Et je dis « Oui, c'est voulu. » Eh bien, figurez-vous qu'on a eu les meilleures évaluations. Nous sommes les seuls qui n'avons eu évaluations. aucune réserve, aucune remarque, contrairement à tous nos autres collègues. Qui, eux, avaient fait l'effort de répondre quelque chose d'intelligible. Non, mais c'est logique. À Rome, fait comme les Romains, il fallait se mettre au niveau de ce qui était demandé. Et quand les examinateurs de l'HCRS ont vu notre truc, ils ont dit « Oh là là, ça c'est trop fort pour nous. » Bon, allez, passons au suivant. Là, ça va, c'est bon. Ah, mais c'était quelque chose d'inimaginable, parce que on a répondu n'importe quoi. N'importe quoi. Donc là, ça va dans le sens de ce que vous disiez, Aram, c'est pathologie mentale. Pathologie mentale des gens qui mettent ça en place. Ça, c'est un deuxième frein à la liberté. Et puis alors, le troisième frein à la liberté, c'est de plus en plus la pollution par le politique de nos travaux. Alors, la pollution par le politique de nos travaux, elle a commencé dans les années 80-90, lorsqu'il y a eu des travaux, pas du tout en droit d'ailleurs, mais dans certaines disciplines comme l'histoire contemporaine, qui ont remis en question, qui sont interrogés sur certains événements que je me garderais bien de citer, parce que nous pourrions être nous-mêmes embêtés à la radio si je les citais avec trop de précision. Ces gens-là ont été très, très, très durement persécutés, et je rappelle que certaines thèses ont même été annulées. Les soutenances ont été annulées, notamment c'est la thèse d'Henri Roch, qui a publié une thèse en histoire contemporaine en 1987, sur un sujet que je tairai ici parce que c'est pas utile de le donner, mais tout le monde devinera de quoi il s'agit. La thèse a été annulée. Un autre exemple, alors là, je peux donner le sujet, c'était une thèse sur les fondements philosophiques de la démocratie moderne de Maxence Écart. La thèse n'a pas pu être soutenue parce que les membres du jury se sont tous dégonflés les uns après les autres. La thèse n'a jamais pu être soutenue. Et puis, il y a les sanctions qui ne disent pas leur nom, l'absence de promotion de tous ceux qui ont déplu. Alors moi-même, je n'ai jamais pu passer comme vous en classe exceptionnelle. On me l'a dit clairement, parce que j'avais participé en 2013 à l'université d'été du Front National. D'ailleurs, je ne suis pas membre du Front National. Là, pour moi, c'est un parti plutôt républicain. Mais bon, je les trouve plus courageux que d'autres. Donc, j'ai été intervenu pour parler des atteintes aux libertés dans les États occidentaux. Les atteintes aux libertés, les atteintes aux droits de l'homme dans les États démocratiques. Parce qu'on parle toujours des atteintes aux libertés dans les régimes dictatoriaux, en Russie, en Chine, mais on en parle. Alors, j'avais fait une conférence là-dessus, mais sans être membre du parti. Et quand j'ai demandé à plusieurs reprises à la classe exceptionnelle, le doyen, à l'époque, m'a dit « Mais vous savez, vous ne l'aurez jamais, parce que ils ne vous pardonneront jamais d'avoir participé à l'université d'été du Front National. On ne vous le pardonnera jamais. Donc vous ne l'aurez jamais. » Alors je lui ai dit « Est-ce que vous pourriez me l'écrire ? Ça m'intéresserait d'avoir une attestation écrite. » Et là, il a éclaté de rire et il est parti en claquant la porte. Voilà, ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Bon, alors ça, évidemment, ça dissuade beaucoup de chercher à exercer leur liberté universitaire. Alors ça s'exerce toujours, d'ailleurs, dans un certain sens.
Si vous êtes un activiste d'extrême gauche, alors là, pas de problème, vous avez tous les droits. Mais si on considère que vous êtes dans le mauvais camp de l'histoire, puisque d'après ces gens-là, il y a un sens de l'histoire, hein, on le verra demain avec Jean-Louis Harwell, qui appelle ça le gnostico-millénarisme, eh bien, si vous êtes contre ce qu'ils estiment être le sens de l'histoire, où ils se sont toujours trompés d'ailleurs, là, on vous sanctionne, nonobstant les règles de droit qui sont absolument contraires, évidemment. Alors, vous avez, cher collègue Cornel de Boissaison, vous avez connu malheureusement une très grave crise politique à Montpellier, parce qu'il faudrait peut-être rappeler quand même aux éditeurs ce qui vous est arrivé, et dans quelles circonstances on s'en est pris à vous, au mépris de ce que de ce qu'on pourrait appeler l'équité élémentaire et le sens des proportions. Est-ce que vous pouvez raconter rapidement à nos auditeurs ce qui est arrivé? Oui, c'était en 2018, qui était le cinquantenaire de mai 68. Et donc, à l'occasion de ce cinquantenaire, l'extrême gauche en France a décidé de tenter de rejouer Ouais. mai 68. C'était le cas en particulier du côté de la France insoumise. Montpellier avait une députée de centre-ville qui appartenait à la France insoumise. Et les universités montpelliéraines ont fait l'objet d'occupation, de tentatives d'occupation. Alors, la faculté de lettres avait été occupée un peu avant l'anniversaire, dès le mois de février. À la faculté de lettres, les occupants ont fait 1 100 000 € de dégâts. Ah oui. Voilà, et la faculté a été bloquée de février à septembre. Voilà. Une partie de cette équipe a essayé de venir bloquer la fac de droit. Voilà. Alors, c'est une affaire très longue, je vais essayer d'être bref. Pour les faits eux-mêmes, ce sont des gens qui ont essayé de venir faire une AG, comme ils disent, une assemblée générale. Ils sont venus à 150 de l'extérieur, et nos étudiants ont rejoint l'amphi, ont voté contre eux. Ouais. Voilà, donc ça c'était le 21 mars 2018, et ils sont repartis en ayant perdu la partie. Le lendemain, il y avait une manifestation pour le service public, et habilement, ils ont détourné le cortège vers la fac de droit, et ils sont venus occuper à 400 personnes de l'extérieur un amphithéâtre, avec les gens de la veille, qui avaient donc fait l'objet d'un vote à Ouais. 80% de nos étudiants contre le blocage, et qui sont venus occuper par la force. Voilà. Donc ça a été une occupation d'un amphi absolument délirante, avec des violences contre nos étudiants. Donc c'est des gens entièrement de l'extérieur. L'occupation est extérieure et illégale. Ouais. Un rapport de l'IGENR, l'Inspection générale de l'éducation nationale, a reconnu que l'occupation était illégale. Et ce sont des gens qui vont se maintenir par la violence, en violentant les étudiants, en violentant les enseignants, et en essayant de commencer ce qu'ils avaient fait également à la fac de lettres, c'est-à-dire détruire nos terminaux informatiques, de sorte que l'occupation soit totale, physique, et que soit empêché aussi ce qu'on n'appelait pas encore le distanciel. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont mis le feu. Il y a un incendie dans notre sous-sol où sont nos terminaux informatiques, également en fin de journée. Voilà, alors c'est une situation où les forces de l'ordre auraient dû évidemment intervenir. Oui. Voilà, le président de l'université les a sollicités à partir de 3 heures de l'après-midi. Et il y a la consigne de ne pas intervenir. Alors, il y a le problème du statut des établissements publics, où, on le sait, il y a un trou dans la loi à cet égard. Des députés ont essayé d'y remédier, dont du reste Patrick Hetzel, passé trop brièvement au ministère de l'enseignement supérieur. Et donc, mais la véritable raison, parce que ça aurait pu au moins être sécurisé aux abords de l'université, c'est que, on s'en souvient peut-être, il y avait un contexte très inflammable pour Emmanuel Macron. Il y avait plusieurs grèves. Il y avait les gilets jaunes. Non, pas encore. Pas encore, c'était avant les gilets jaunes. Pas encore, c'était juste avant. Mais il y avait les ZAD, il y avait une grande agitation sociale. Donc, le préfet a fini par dire au doyen, en l'occurrence, de la faculté de droit, Philippe Pétel, qu'il n'interviendrait à aucune condition. Et ça a inquiété Philippe Pétel, qui s'est demandé comment les choses allaient tourner.
après autant de violences contre des enseignants, etc. Voilà, alors moi j'étais chez moi cet après-midi-là, j'avais fait cours le matin, on m'a téléphoné vers 10h30 du soir en me disant que mes chargés de TD commençaient à se faire taper dessus. Donc j'ai rejoint la faculté, voilà, et, euh, et j'ai constaté effectivement l'état de tout ça. Donc, au bout d'un moment, le doyen a décidé d'essayer de sortir les occupants quand vers minuit, il n'y en avait plus que 70 dans l'amphi, vous voyez, Ouais. alors qu'ils étaient 400 l'après-midi, qu'ils avaient annoncé qu'ils seraient 800 le lendemain en essayant d'amener Ouais. tout un réseau. Voilà. Et, euh, et donc, il y avait là un certain nombre de gens qui étaient très motivés pour les mettre dehors, notamment ceux qui s'étaient fait taper dessus dans Ah oui, l'après-midi. oui. Euh, et voilà, j'avais, pour son malheur, ma compagne qui m'avait rejoint, d'ailleurs contre mon avis, avec certains de ses amis qui voulaient eux-mêmes la protéger. Et vers minuit, le doyen a organisé effectivement l'évacuation, ce qu'il pouvait faire en tant qu'autorité de police, Ouais. le règlement de la faculté le lui reconnaissant. Écoutez, on est entré à une dizaine et effectivement, on a poussé tout le monde dehors. Ça a duré moins de 5 minutes. Et sans Euh, violence particulière. Sans violence particulière, puisque et c'est ce qui est la plus grande désinformation sur cette affaire, le dossier pénal donc existe, n'est-ce pas? Une code pénale rappelle le rapport du juge d'instruction qui va faire le renvoi et qui dit donc quel est le bilan? Il y a 2 blessés légers, un jour d'ITT. Il y a un occupant, Ouais. il y a des ecchymoses anciennes aux membres inférieurs, c'est-à-dire le médecin légiste n'est même pas sûr que cette personne qui était un pilier des squats Ouais. l'avait eu ce jour-là, parce qu'on avait beaucoup de gens qui venaient des squats montpelliérains. Ah oui. Deuxième personne qui a eu un jour d'ITT, c'est moi-même, Ah oui. puisque j'ai été frappé pendant l'évacuation, notamment par derrière, et avec, d'après le légiste, qui est un légiste de l'hôtel de police pendant ma garde à vue, puisque j'ai été mis en garde à vue, euh, a Parce dit que qu'on c'était avec on vous a un reproché objet des violences. contondant. On vous a reproché des violences. Voilà, Et tout à ça. fait. On m'a reproché d'avoir effectivement défendu ma faculté, être venu d'ailleurs défendre mes chargés de TD Oui. et Et d'avoir mes molesté étudiants et mes 70 collègues. personnes à vous tout seul. Un peu comme Alors, Donald Trump qui se voit en Superman. Alors, une dizaine de personnes ont eu le courage d'entrer. Bon, les occupants n'avaient pas l'habitude, apparemment, d'être perturbés dans leur dégradation. Donc, la plupart sont partis sans Spontanément. trop de problèmes. Puis, Oui. il est resté les durs, mais qui n'étaient absolument pas des étudiants, hein, qui étaient des, Oui. qui Des étaient des casseurs. Des militants et des casseurs. activistes, des casseurs. Voilà. Ouais. Voilà, écoutez, ça aurait dû en rester là, hein, Ouais. et puis voilà, déchaînement médiatique, et ensuite folie furieuse avec 2 procédures disciplinaires pour votre serviteur et aussi le doyen de la fac. Ouais. Ouais. Voilà, procédure disciplinaire d'un côté, procédure pénale de l'autre côté, dans un contexte médiatique où, si vous voulez, le procès a été fait par le tribunal médiatique. Ouais, c'est ça. Oui. Il C'est n'y ça. a pas d'appel du tribunal médiatique. Non. C'est ça le problème. Donc voilà, le procès pénal a été délirant. Vous avez entendu le bilan concret, hein. Oui. Oui. Au procès pénal, les pseudo-victimes, il y avait 9 personnes, partie civile, à qui mon avocat avait annoncé, à leur avocat, qu'on allait sortir les pièces de leur dégradation et de leur violence. Ils se sont tous désistés pour n'avoir pas à répondre de leurs faits Ah et oui. gestes. Ah oui. Oui. Et donc, on a eu un procès pénal sans partie civile. Sans victime. Voilà, sans victime. Ah, c'est Et fou. sans victime, le procès n'a pas été renvoyé. Le président du tribunal était un magistrat du syndicat de la magistrature, euh, et il a réussi à nous condamner en première instance. Moi, j'étais condamné à 18 mois de prison, dont 6 fermes sous bracelet électronique, interdiction professionnelle d'un an, etc. En appel, j'ai été relaxé en partie des faits de violence, c'est-à-dire qu'il a été reconnu que je n'avais pas commis de violence personnelle, que j'avais dû me défendre, mais est restée la complicité de violence, si vous voulez. Ouais. Mais l'interdiction professionnelle a été levée, donc j'aurais dû et Réintégrer j'ai eu un l'université. an de prison avec sursis. J'aurais dû rentrer tout simplement. Oui. Et au disciplinaire, en première instance, l'affaire a été délocalisée à Jussieu. Ouais. Ceux qui connaissent Jussieu voient ce dont Oui, je vois je veux bien. parler.
voilà, une section disciplinaire de 4 syndicalistes, dont un soutien, Madame Marcellesi, un soutien constant de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ces gens m'ont révoqué avec interdiction de toute fonction dans tout établissement public. Voilà. Et, Des gens qui ne mais sont pas juristes, mais dès etc. lors que vous êtes relaxé au pénal, est-ce qu'on peut prononcer une sanction disciplinaire? C'est ça qui me paraît étrange, moi. Je ne sais pas. Bon, Vous savez, là, il y a un extraordinaire relativisme, puisque dans ce type de cas, tout dépend en fait de la couleur politique ben oui, bien sûr. C'est ce qu'a dit malheureux Anne-Marie déféré. Anne-Marie Le Pourrier a commenté cette décision Oui, oui. qu'elle a jugée inique et totalement disproportionnée et Oui. non fondée juridiquement. Donc, vous voyez, Les, c'est un jugement très les dur, mais désordres de juridiction, oui, les désordres de juridiction sont supposés être indépendants, et lorsqu'il s'agit de personnes qui vont dans le sens de ces syndicalistes, on considère que c'est tout à fait indépendant. Dans mon cas, on a considéré que c'était pas le cas, euh, et donc. En fait, le Covid est passé par là, donc c'est une affaire très longue et absolument épuisante. oui, Il y a eu oui, 6 ans de contentieux en tout, mais au disciplinaire, le CNESER, bien que présidé par le SNESUP, c'est-à-dire par les gens même qui avaient ouais. organisé l'occupation de ma fac, mais le CNESER a quand même reconnu que bah, c'était totalement disproportionné. Ouais. Ça faisait 4 ans que j'étais suspendu sans rémunération, alors ils ont dit, bon, bah, on lui met 4 ans sans rémunération, on les réintègre. Et donc, je suis réintégré. Bon, Là-dessus, l'extrême gauche se mobilise et demande une cassation au président de l'université, à la ministre, qui se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État, qui annule ma réintégration, avec renvoi devant le CNESER, cour d'appel disciplinaire. Le CNESER me réintègre de nouveau, de nouveau, donc je suis réintégré une deuxième fois par le incroyable. CNESER, qui pourtant se situe politiquement à l'extrême gauche. Même chose, mobilisation de l'extrême gauche, mobilisation des médias, spécialement de l'antenne régionale de France 3. Les antennes régionales de France 3 sont en Ouais. fait des officines d'extrême gauche. Et le président de l'université, la ministre, se repourvoie contre moi. Mais là, second pourvoi, donc, le Conseil d'État juge par évocation, pas de renvoi, il rejuge les faits. Et quelle surprise, ils m'ont révoqué définitivement. C'est Et, incroyable. et j'ajoute, et pour terminer, pardon, j'ai été trop long, Non, non, mais pas du tout, non. la décision du Conseil d'État et le rapport du rapporteur public Jean-François de Montgolfier dit, bon, que peut-on faire de ce fonctionnaire? Est-ce qu'il y a faute professionnelle? Non, c'est pas du tout une faute Bon, professionnelle, c'est pas dans le cadre de son service. Ce qui fait que je n'aurais même pas dû être poursuivi disciplinairement. ouais, c'est juste, oui. Il n'y a pas de faute professionnelle, bien. D'ailleurs, le CNESER l'a réintégré, bien. Deuxièmement, la faute pénale, il a été relaxé de violence personnelle Ouais. et il a du sursis. Et il n'y a pas d'interdiction professionnelle. Il n'y a donc pas non plus de Ouais. faute pénale. Qu'est-ce qui reste? Et alors, M. de Montgolfier a inventé, il y a atteinte aux valeurs du service public. Ça, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire Wow. que c'est Et voilà, et c'est un procès politique. c'est noir sur C'est blanc. un procès politique. Allez voir les conclusions du rapporteur public et le jugement. Donc, j'ai été condamné pour atteinte aux fameuses Oui, mais valeurs. alors on pourrait, moi, me condamner pour atteinte aux valeurs de la République, puisque je suis Mais monarchiste. D'ailleurs, on pourrait rétablir l'échafaud et on pourrait rétablir la peine de mort au nom de l'atteinte aux valeurs de la République. bien Mais sûr, c'est là qu'on voit le caractère totalitaire de ces gens-là. Et ce qui d'ailleurs bien sûr. rejoint l'analyse de Jean-Louis Harwell demain, que vous participerez également à cette émission qui va être captivante avec Jean-Louis Harwell, Volontiers. c'est que les progressistes, la gauche, ce n'est pas une doctrine, c'est une secte. C'est une Oui. secte. Et alors, évidemment, on est sur une radio de droite, donc je peux m'exprimer librement, mais le fait que j'ai toujours dit ça a bloqué ma carrière, évidemment. J'ai toujours pensé que c'était une secte, et que c'était une secte qui se livrait à des procès politiques. On l'a vu avec Mao Tse-tung, et on l'a vu avec Staline, évidemment, les grands procès staliniens. On Bien l'a sûr. vu dans d'innombrables circonstances. Ces tribunaux sont des simulacres de justice. Et vous avez été victime d'un simulacre de justice. Alors, moi, je peux faire une promesse solennelle qui n'engage que nous, mais nous la tiendrons à cette table. Si un jour nous parvenons à chasser cette secte du pouvoir, il serait grand temps de la chasser du pouvoir. Nous vous rétablirons dans vos droits.
Parce que pour nous, vous êtes toujours un de nos collègues, vous êtes toujours professeur de droit. Et vous Merci, devrez être cher collègue. indemnisé de toutes les années pendant lesquelles vous avez été privé de revenus. Et moi, je dirais toujours, je suis prêt à signer toutes les pétitions en ce sens. Je pense qu'Aram aussi et Marc également, nous le ferons Bien sûr. toujours, parce que moi, je dis toujours que dans un État où on est capable d'aller sur la Lune ou de changer une femme en homme ou un homme en femme, on peut quand même mettre fin à une injustice aussi. On devrait être capable aussi de mettre fin à une injustice. Ou alors, c'est comme l'a dit très bien Aram Mardirosyan, c'est que le monde occidental n'est plus qu'un vaste asile à ciel ouvert. Ah, j'ai dit ça? Non, enfin, je résume votre pensée. Vous disiez, c'est une pathologie mentale. Ah, pour certaines dérives bureaucratiques, oui. Oui, mais là aussi, on Non, le mais voit. là, c'est autre chose. C'est beaucoup plus grave encore. Là, là ce qui s'est passé pour notre collègue, oui. Mais bon, le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que le droit, alors quand c'est du droit international public, c'est très visible, mais même le droit interne, de Oui. plus en plus, comme dans ce cas, devient un moyen et n'est pas la fin. Le droit va être utilisé, tortillé dans tous les sens pour arriver à une fin, ici, de dimension politique, disciplinaire, que l'on va atteindre. Donc la preuve, là... On l'a sous les yeux. Vous avez été en fait le cobaye patent. de ça. C'est parce qu'ils s'en sont pris à vous, parce que vous portez un beau nom, parce que vous êtes de droite, parce que vous êtes remarquablement compétent, je le sais par ailleurs, et qu'on m'a dit c'est un des meilleurs historiens du droit qui existe. Hein. Donc vous êtes emblématique. Vous seriez appelé d'un nom différent, roturier ou issu, je dirais, de la diversité, et vous auriez eu une attitude de défense des gauchistes. Là, vous n'auriez jamais été inquiété, vous auriez sans doute été promu. Je crois qu'il y a des questions d'auditeurs. Non, alors j'ai eu une remarque pour vous, professeur. Il y a eu une évolution sur le CNESER, justement sur sa composition. On y a justement modifié, on y a intégré un conseiller d'État qui désormais doit le présider. Donc je pense que vu le calendrier, je suis plus certain de la procédure. Vous avez connu sa nouvelle composition avec un conseiller d'État. Non, vous, c'était dans la version ancienne. 2018. Oui, tout à fait. Et il faut dire que la réforme du CNESER a joué partiellement dans mon histoire probablement. J'ai été la dernière décision de l'ancien CNESER. Et il y avait probablement dans la résistance du CNESER au Conseil d'État également, je crois, j'aurais dû en tout cas bénéficier de sa volonté de montrer son indépendance dans un baroud d'honneur, qui était le dernier jugement indépendant du CNESER. Oui, oui. Et ce qui est drôle, c'est que le CNESER n'a pas été, comment dirais-je, ce qui était très drôle d'ailleurs, c'est que la plupart de mes collègues naïfs, comme mon collègue Aram était en train de le dire, me disaient « Ah, mais quand tu arriveras devant le Conseil d'État, tu seras devant de vrais juristes et non plus des syndicalistes du CNESER et tu seras sauvé. » Et c'était une grande naïveté et ne pas comprendre ce qu'est devenu le Conseil d'État, puisque le CNESER a été réformé non pas en raison de son caractère politiquement éminemment à gauche et totalement déséquilibré depuis très longtemps, parce que les universitaires de droite ne votent pas aux élections du CNESER. Il faudra peut-être en parler. Non, le CNESER a été repris en main parce que dans un certain nombre de scandales de ce qu'ils appellent violences sexuelles et sexistes, des professeurs en fait souvent très à gauche, syndiqués du bon côté, avaient été épargnés par le CNESER. Et donc il s'est agi dans un sens de renforcement contre les violences sexistes et à l'arrière-plan, on peut le supposer, un patriarcat plus ou moins fantasmé. Le CNESER a été repris en main. Et c'est ce qui fait, Olivier Beau d'ailleurs avait fait un bel article pour dénoncer cette reprise en main, ce qui fait qu'aujourd'hui le CNESER est entièrement en fait entre les mains de la justice administrative. Il est présidé par un conseiller d'État et la commission d'instruction, ce sont deux magistrats des cours administratives d'appel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un universitaire qui aurait le malheur d'être pris dans une procédure disciplinaire, s'il est un adversaire politique, n'a aucune chance de s'en sortir. C'est une juridiction politique, finalement. Écoutez, il faudra en parler dans une autre émission. Ouais. Le Conseil d'État pose un problème croissant. Le Conseil d'État a toujours posé un problème. C'est une insulte à ce qui est pourtant un supposé fondement du régime, la séparation des pouvoirs. Le Conseil d'État est un organe exécutif
qui est doté de fonctions juridictionnelles. C'est une anomalie complète. Et il est très difficile de penser que un organe exécutif devient soudainement juridictionnel dès lors qu'on est à la section du contentieux. Laquelle section du contentieux aujourd'hui est présidée par un membre du Parti socialiste. Les rapporteurs sont des cadres du Parti socialiste. Dans mon affaire, le choix du rapporteur a été fait par un socialiste qui m'a confié à un socialiste avant que le rapporteur de section soit un socialiste. Et donc, ça fait partie de ces pouvoirs qui, en fait, n'ont aucune légitimité démocratique. Les socialistes ne sont rien aujourd'hui, mais ils sont tout dans les cours suprêmes, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'État profond. Il faut juste rappeler peut-être pour les auditeurs que avec Jean-Luc, sa dernière affaire, le CNESER était présidé par un professeur des universités, ce qui était l'idée qu'on est jugé par des pairs, voilà, et donc avec un certain souci d'indépendance dans l'idée de franchise des universités depuis l'époque médiévale. Voilà, là c'est terminé. Là c'est donc il y a une dérive totalitaire que nous dénonçons tout au long de nos émissions et qui s'est manifestée là. Mais l'accélération de l'histoire, c'est les années 2015-2020, je remarque. 2020, ça. 2020. On l'a vu d'ailleurs, où les atteintes aux libertés ont été très grandes à partir du Covid. Alors, il y a eu des atteintes aux libertés extrêmement graves avant, notamment à la liberté de pensée et d'expression, avec certaines lois mémorielles. Je rappelle que ça a commencé dans les années 90. Mais les atteintes avec les vaccinations obligatoires, l'intrusion dans la vie privée, a redoublé d'intensité pendant la période du Covid. Et quelqu'un m'avait dit, un ingénieur de très haut niveau m'a dit, vous allez voir, la prochaine étape, ce sera la terreur climatique. Et nous sommes en train d'y arriver, puisqu'il y a eu une proposition de loi, je ne crois pas qu'elle ait été votée, qui visait à créer un délit correctionnel de remise en question du rôle de l'homme dans le dérèglement climatique. Alors, moi, je vais tout de suite remettre en question le rôle de l'homme dans le dérèglement climatique, parce qu'il n'y a jamais eu de règlement climatique. À l'époque des dinosaures, lorsque les océans étaient 130 mètres plus haut, est-ce que c'était le bon règlement climatique? Parce que ces pauvres bêtes, elles sont mortes à la fin. Alors, et puis, quand il y a 24 000 ans, la dernière grande glaciation, et que Genève était sous 1000 mètres de glace, c'est quand même pas beaucoup. Beaucoup sur les 1000 mètres, c'est pas 100 mètres, ou pas 10 mètres, c'est 1000 mètres de glace. Est-ce que c'était là le bon règlement climatique, lorsque la mer était 130 mètres plus bas et que les îles britanniques appartenaient au continent? La Tamise coulait dans une vallée qui est devenue la Manche, la Seine était un affluent de la Tamise, et c'était il y a encore 10 000 ans. Est-ce que c'était le bon règlement climatique? Après, l'homme est arrivé, il a un petit rôle, bien sûr. Il a un rôle marginal. Rien que de dire ça, je pourrais être sanctionné, poursuivi devant les juridictions répressives si cette loi était votée. C'est absolument ahurissant. Et nous avons reçu ici un collègue, professeur de physique, qui s'appelle François Gervais, qui a écrit de nombreux articles sur l'évolution du climat. Il montre très bien d'ailleurs que l'homme a un rôle très marginal, ne serait-ce que parce que la production de CO2 est toujours en retard sur l'élévation de la température. Donc ça veut dire qu'elle vient, le CO2, l'augmentation du CO2 vient du dégazage des océans. Lorsque la température augmente, la vapeur d'eau se dégage et dans les océans, il y a 60 fois plus de CO2 que dans l'atmosphère. Donc à ce moment-là, on a une montée du CO2, ce qui nous donne la fameuse courbe en Cross-Doeke que Al Gore avait présenté dans son film Trompeur dans les années 1999, je crois. Et on a montré aussi que les variations du CO2 n'étaient pas forcément corrélées à l'élévation de la température. Il y avait des périodes plus chaudes avec moins de CO2, plus froides avec plus de CO2. Donc l'homme a joué un rôle, mais qui est un rôle qui n'est pas absolument négligeable. Les îlots de chaleur, l'artificialisation des sols, l'albédo, par exemple le goudron noir, on voit plus de chaleur que l'herbe verte. Il y a la pollution, il y a les plastiques, bien sûr, l'homme a un rôle, mais enfin c'est un rôle, entre autres. Eh bien, rien que ces choses-là, François Gervais nous a dit, tant que j'étais en activité, je ne pouvais pas l'écrire parce j'aurais eu des ennuis personnellement avec l'université, et surtout, on m'aurait supprimé tous mes crédits. Et il fallait, et pourtant il a été expert du GIEC.
Mais il dit, je n'ai pu commencer à écrire et à être vraiment indépendant que du jour où j'étais à la retraite. Et là, maintenant, il écrit des ouvrages passionnants d'ailleurs. C'est une atteinte extrêmement grave à la liberté de l'universitaire parce qu'on lui interdit de rechercher la réalité des faits, tout simplement. On lui interdit. Alors, vous, Aram, il vous est arrivé une anecdote qui a moins mal fini que pour notre collègue Coronel de Boissaison. Oui. Alors, je rappelle que sur un tract d'étudiant, j'avais ri, parce qu'un tract d'étudiant un peu ignorant, j'avais vu que le colonel de Boissaison avait tenté un putsch contre la République à la faculté de droit de Montpellier. Alors, je pense que vous venez c'est les colonels grecs. Le colonel de Boissaison, je ne savais pas à quelle arme il appartenait. C'était la marine, l'armée de l'air ou l'armée de terre, on n'a jamais su. Quand même un peu comme le colonel Terrero, vous voyez. Le colonel de Boissaison a tenté un putsch à Montpellier. Alors, mon colonel, je suis ravi de vous rencontrer. Et alors, le général Mardi-Rossian va nous parler de son affaire. Parfait. Alors, une petite précision, alors, Oui. c'est à moitié ironique, mais en même temps réel. On est sur une radio de droite, mais moi, je ne me considère pas être de droite, Mais vous, ni de gauche, parce qu'un homme parce que je refuse de rentrer dans ce jeu, selon moi, c'est vicié, logique, qui apparaît à partir de 1789-1790. Mais évidemment. Moi, je me situe avant. Évidemment. Donc, je ne rentre pas. Mais le propre d'un homme de droite, c'est qu'il ne reconnaît pas mais c'est... Non, moi, je reconnais... Non, mais si vous étiez de gauche, vous je refuse cette dialectique. Mais oui, c'est tout, parce que vous êtes de droite. Ce qui m'intéresse, c'est la nation et bien sûr, parce que vous êtes son fondement absolu qui est la religion. Vous êtes un homme normal. Je sais pas. Un homme normal est un homme qui a diverses opinions et il est donc de droite parce qu'il n'est pas à gauche. Moi aussi, il est arrivé qu'on me dit il est de droite, il est d'extrême droite. Mais regardez ce que dit Mathieu Bocoté. Mathieu Bocoté nous dit n'importe qui est à gauche peut se retrouver catalogué à l'extrême droite du jour au lendemain parce qu'il se sera opposé à ce qu'ils appellent le mouvement de l'histoire. Voilà, et étant donné que pour moi, il n'existe pas de sens de l'histoire et de mouvement de l'histoire... Donc vous êtes d'extrême droite, c'est normal. Même pas, je suis en dehors... Pour eux, pas pour nous, bien sûr. Oui, mais ça... Alors attendez, il y a un bobino qui doit passer, après on reprend nos travaux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà. Alors mon affaire, je vais faire non, mais c'est intéressant parce que c'est très emblématique et ça prépare l'émission de demain en même temps. Eh bien, donc ça se passe. J'ai la mémoire des dates. C'est le 29 février 2020. Donc, en pleine crise du coronavirus, on venait de reprendre, c'est la rentrée 2020, et les cours donc se faisaient en partie à distance, en partie sur place, et donc ils étaient filmés. C'est-à-dire que chaque étudiant pouvait ensuite, le soir... Et donc, lors du premier cours d'histoire du droit de la famille en licence 2, j'ai posé les prodromes du cours, et je suis tout sauf marxiste, vraiment. Mais il y a une seule chose que je retiens, c'est d'où parles-tu, camarade. Donc, moi, avec mes étudiants, je déteste l'hypocrisie. Et donc, je leur explique que je vais développer différentes connaissances sur tel ou tel thème, tel ou tel cours, mais que de temps en temps, à côté des données objectives, scientifiques, universitaires que je vais avancer, il peut arriver que je donne mon avis, donc j'intervienne de manière subjective. Évidemment, parce que c'est normal. Mais contrairement à certains de mes collègues de l'autre bord, même si je suis dans aucun bord, qui eux le font en donnant l'impression que c'est la même chose. Voilà, moi je dis, là c'est mon avis, c'est mon point de vue. Là par contre, c'est une donnée objective. Vous voyez, si je vous dis que la Première Guerre mondiale a eu lieu entre 1914 et 1918... C'est une donnée objective. Voilà, mais si je dis non, je ne suis pas d'accord, ça a eu lieu entre 1924 et 1928, là c'est une donnée subjective et du révisionnisme en plus. Mais bon, voilà. Et dans ce cours d'histoire du droit de la famille, donc, pour que les prodromes soient bien posés, j'ai à un moment voulu dire d'où je parle, et notamment, l'intérêt d'un cours d'histoire du droit, c'est aussi de faire le lien avec l'actualité. Oui, évidemment. Et donc, je leur ai expliqué pourquoi aujourd'hui, le droit de la famille a-t-il à ce point-là changé en quelques années, là où pendant des siècles et des siècles, les mouvements étaient beaucoup moins forts. C'est vrai. Je leur ai expliqué qu'il faut remonter à la Révolution française et à l'idéologie des Lumières qui font qu'en gros, je vais très vite, l'homme finit par vouloir prendre la place de Dieu et s'ouvre un champ infini, puisque là où avant, il y avait des normes bien sûr. de droit divin transcendantes, traduits en droit naturel, qui faisaient que certaines choses ne pouvaient jamais changer. Et avec l'homme qui prend le relais, ça change. D'où la notion de post-vérité. Voilà. Qui est et donc, à la j'ai mode aujourd'hui. expliqué que si le mariage
des personnes homosexuelles n'avait jamais existé en tant que telles dans les sociétés anciennes. Des homosexuels, il y en avait toujours eu. Toujours. Et certains ont joué des très grands rôles. Mais à Athènes, à Rome, on l'a vu, et même César. Je vais une petite parenthèse. On disait de Jules César. On disait de Jules César qu'il était la femme de tous les maris et le mari de toutes les femmes. Donc voilà. Mais que par contre, le mariage homosexuel n'avait... Pour les raisons que je viens d'indiquer, c'est que toutes les religions à des degrés divers le rejettent en tant que tel, puisque le mariage est vu comme une institution, qu'elle soit comme un sacrement dans le christianisme ou un simple contrat comme en droit romain, mais une institution qui a pour but notamment la perpétuation de l'espèce, etc. etc. Ouais. Et donc, j'ai commencé par expliquer de cette manière, et ensuite j'ai voulu montrer, par la théorie de la pente glissante, comment justement, à partir du moment où le mariage homosexuel qui a été voté en 2013 était fondé sur le principe de non-discrimination, eh bien, si on prenait une pente glissante, demain, à partir du moment où on reconnaîtrait la personnalité juridique... À certains animaux, eh bien, tout était possible, ce n'était pas une obligation. Il y a le parti animaliste demande qu'on reconnaisse la personnalité juridique. J'ai même abordé le problème du consentement, puisqu'il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment en Allemagne, qui indiquaient que, dans certains cas, on estimait qu'on pouvait traduire le consentement d'un animal par certains de ses mouvements, de ses paroles. Bref. Mais c'était uniquement pour expliquer cela. Le cours a été donc filmé à votre insu. Voilà. Mais ensuite, des étudiants de partis gauchistes, d'extrême gauche, l'ont utilisé, ont fait un montage évidemment tronqué, en recoupant les choses, sont allés même jusqu'à travestir le son de ma voix pour donner un côté plus souintant et gouailleur. Et à partir de là, on fait un petit montage et ça a été mis dans la nuit du 29 au 30 sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et à partir de là, ça a été un déferlement. Comme pour notre ami. Comme pour Jean-Luc. Et alors, la chose, c'est... Alors, je ne rentre pas dans tous les détails, mais il y a eu des réactions, l'université a réagi. Il y avait à ce moment-là un administrateur provisoire. Alors que vous reprochez-t-on qui, en réalité, a fait le nécessaire pour que les choses ne dégénèrent pas à l'extrême. Donc vous avez pu arrêter la bombe à retardement. Non, mais ça a été très violent. J'ai reçu des dizaines de courriels d'insultes, enfin quoi que ce soit. Mais que vous reprochait-on ? On me reprochait d'avoir dit que les homosiexuels, que j'avais comparé les homosexuels aux zoophiles, enfin aux animaux, ce qui n'a jamais été mon cas. Et moi je leur dis, je suis pas comme certains messieurs, je continue, je le dis, je suis totalement contre le mariage des personnes homosexuelles. Hier comme aujourd'hui, je suis chrétien, mais à côté de cela, évidemment, je n'ai strictement rien contre les personnes homosexuelles, et surtout, je suis évidemment contre toutes les attaques qui peuvent leur être faites, que ce soit en parole ou en acte. Et j'ajoute, dans ce même cours, j'avais aussi évoqué, mais ça, on s'est soigneusement gardé de le mettre dans le film, que dans le montage, que ce que subissaient les homosexuels dans certains pays, notamment du Golfe, ou des choses comme ça, où on les mettait à mort, où on les maltraitait, était un scandale. Mais que ça, par contre, évidemment, on n'en parlait jamais. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait strictement rien, ni d'attaque, ni d'illégal. Comme Jean-Luc, comme vous, nous sommes des agrégés de droit. J'ai fait un peu de droit dans ma vie, je sais ce qui est dans le cadre. Bon, il n'y avait absolument ni rien d'illégal, il n'y avait rien, si ce n'est un avis personnel, mais qui était fondé sur des données théoriques et qui était largement dans le cadre de ma liberté d'expression, telle que définie par la loi, la décision du Conseil constitutionnel de 84, etc., etc. Et alors, dernière chose, je finis avec ça, ça a été l'œuvre, comme je vous dis, de syndicats d'extrême gauche très minoritaires, mais très virulents. Et ces gens-là, de toutes les manières, c'est simple. S'ils le pouvaient, ils nous élimineraient physiquement. Et à minimum, ils veulent nous éliminer socialement, comme ça a été, comme ils ont essayé de le faire avec Jean-Luc, comme ils ont essayé de le faire avec moi. Et à minima aussi, ils veulent vous humilier. Et donc, certaines personnes, pas eux, m'ont dit « Ah, mais excuse-toi, je n'ai jamais présenté d'excuses. » Comme je l'ai dit par ailleurs, moi, le seul homme devant qui je me mets à genoux, il a la particularité d'être par ailleurs Dieu, c'est le Christ. Donc c'est tout. Donc à partir de là, je n'avais non seulement rien fait de mal, mais quoi qu'il en soit, hors de question que je m'excuse devant ce genre de terroristes réellement. Et donc, vous avez tout à fait raison, parce que ça fait penser à ce que nous dit notre collègue Henri Ovas, fiscaliste et spécialiste de droit des sociétés. Il dit les gens de cette secte s'en prennent d'abord à vos biens, par la fiscalité abusive, par des normes absurdes censées sauver la planète, parce que vous voyez maintenant, c'est plus le prolétariat qu'il faut sauver, c'est la planète. Pourquoi pas le système solaire ou la galaxie pendant qu'on y est. Et donc ils s'en prennent d'abord à vos biens, ils s'en prennent ensuite à votre liberté, et ça on l'a vu à plusieurs reprises, vous voyez, on a des exemples concrets, et à la fin, ils s'en prennent à votre vie. Et c'est toujours le même scénario qui se reproduit. Bien sûr. Donc il dit,
Rovaz dit finalement c'est une secte excessivement dangereuse. Et c'est ce que nous montrera également demain. Alors, Jean-Louis Harwell. Alors, il y a cette très intéressante diagramme que Marc a trouvé, alors qu'on va essayer de le retrouver, qui montre que plus on va vers la droite, plus on a une pluralité d'opinions. Plus on va vers la gauche, plus on a une uniformité d'opinions. Et de pensée. Et de pensée. C'est extrêmement intéressant d'ailleurs avec la théorie, le slogan « pas d'ennemis à gauche ». C'est-à-dire que les gens de gauche ont une attitude effectivement sectaire, en ce sens qu'ils se reconnaissent dans les mêmes valeurs. Et elles sont toujours très proches les unes des autres. Quand vous allez à droite, vous avez à droite des gens qui appartiennent à des horizons extrêmement différents. D'où la difficulté, Olivier, l'union des droites. Bien sûr. Par exemple, moi, je suis une droite royale monarchiste, maurassienne, chrétienne, traditionnaliste et plutôt libérale et patriote. Voilà. Mais j'ai très peu en commun avec Marine Le Pen, qui, elle, va être républicaine, va croire à la Révolution française, va chanter la Marseillaise. Oui, mais ça pose un problème fondamental. Moi, je ne chante jamais la Marseillaise. Encore une fois, il y a plusieurs strates, ben oui. Mais il faut bien se rendre compte que c'est la Révolution française et surtout son idéologie qui est la fracture béante. Mais bien sûr, on est bien d'accord. C'est à partir de là que tout change. On est bien d'accord. C'est à partir de là que Mais la Révolution française et les valeurs de la Révolution, moi, je les conteste. Et d'ailleurs, vous savez certainement, j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres émissions que la Marseillaise est un plagiat, puisqu'elle est la reprise maladroite par ce pauvre Rouget de Lille qui était dépourvu de talent, qui était un musicien du dimanche, un musicien amateur. On lui a demandé de composer une marche pour l'armée du Rhin, il en était absolument incapable. Alors il avait entendu l'oratorio Esther en 1786 à Versailles, où il avait été invité par Esther, était l'œuvre de Jean-Baptiste Grison, qui était maître de chapelle à Versailles. Et dans Esther, que vous pouvez entendre sur Internet, il y a un passage qui s'intitule « Les stances de la calomnie ». Et c'est la Marseillaise. Et vous pouvez l'écouter, vous l'avez tout, c'est enregistré sur YouTube, vous pouvez y aller. Stances de la calomnie, Esther, c'est la Marseillaise. Simplement, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste Grison n'a pas protesté au moment où Rouget de Lille parce que c'était vers 1793. C'était pas le moment de la ramener. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, il a préféré adopter un profil bas, comme on dirait aujourd'hui. Il n'a pas dit, monsieur, non, c'est moi, là, c'est un plagiat, ça c'est moi. Les temps étaient coupants. Il a eu peur d'arguments tranchants. Donc, Rouget de Lille s'est attribué la paternité de cette œuvre, et d'ailleurs, Rouget de Lille avait des opinions politiques mobiles, puisqu'il a, sous la Restauration, pour Louis XVIII a composé un Vive le Roi également. Donc tout ça, ce sont des simulacres sous l'emprise d'une secte. Voilà la vérité. Là, je crois qu'on tient à la vérité. Et vous voyez, c'est tout à fait captivant parce qu'à droite, vous allez voir des gens qui sont des anarchistes de droite, des gens qui sont des étatistes, vous en avez qui croient à la République, vous en avez par exemple Henri de Lesquen. Il est républicain, Henri de Lesquen. Il veut une République différente, mais il veut une République. Moi, je ne veux pas de République. Il y en a qui sont bonapartistes. Bon, il y en a qui sont pour une théocratie, pourquoi pas? Après tout, quand l'ayatollah El Khamenei a dit, avant d'être dézingué par les Américains, l'idéologie démocratique est une idéologie fausse et pernicieuse. Et on peut ne pas apprécier l'ayatollah El Khamenei, mais il n'avait pas complètement tort, là. En tout cas, l'idéologie, en ce sens que conférer toute la légitimité à la loi du nombre, c'est faux et pernicieux. Après, on peut être d'accord sur ce point avec l'ayatollah et ne pas du tout être d'accord avec d'autres. C'est ça d'ailleurs qui est intéressant à droite, c'est qu'on est capable de faire le partage entre ce qu'un auteur a écrit, ce qu'il est, ce qu'il a fait, alors qu'à gauche, non, ça n'est pas possible, c'est monolithique. Et c'est pour ça que j'y vois un exemple de la pensée sectaire. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous, Jean-Luc ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui sont à l'œuvre dans les menaces sur les libertés académiques et qui effectivement sont le fait de minorités. Alors voilà, secte ou minorité. C'est évidemment une très longue méditation à laquelle nous serions invités pour en parler correctement, mais peut-être,
puisque vous avez la gentillesse de me donner la parole, je dirais que je vois deux facteurs à l'œuvre aujourd'hui, dans la chronologie dont vous avez parlé, avec une crispation récente. Je crois qu'il y a deux facteurs à l'œuvre qui sont tous les deux des... quand les gens se crispent, c'est que leurs intérêts sont en jeu, n'est-ce pas? Oui, Et donc, je crois qu'il y a deux intérêts de deux ordres différents, mais qui convergent. Il y a, pour la plupart des collègues, il y a simplement un intérêt statutaire, tout à fait. dont l'intérêt purement matériel. Et cet intérêt statutaire, ou ce pouvoir statutaire qu'ils cherchent à garder, est lié d'une certaine façon à la crise de l'université. Je dirais, ce serait une très longue histoire, mais ça n'avait pas été si mal retracé par un homme de gauche brillant qui est Régis Debray. Déjà dans Le pouvoir intellectuel, son ouvrage de 1979, Régis Debray disait il y a trois cycles dans la magistrature intellectuelle, ou la cléricature, pourrait-on dire, intellectuelle, après la Révolution, évidemment, c'est-à-dire au moment de la tentative de substitution d'un clergé traditionnel par des clergés artificiels successifs, et ça a été ce qu'il appelle le cycle universitaire, la Troisième République, l'époque de Durkheim, etc. Puis le cycle éditorial qui est celui de la première moitié du XXe siècle, avec les grands journaux, la presse, voilà. Et déjà les universitaires commencent à être un peu déclassés. Et puis évidemment, dans l'après-guerre, avec les médias, un déclassement des universitaires. Et donc il y a chez les universitaires une tentative d'être les mouches du coche, en fait, de cette évolution, et de tenter, je crois, de se faire les auxiliaires du pouvoir médiatique. Par une surenchère. Une surenchère, absolument. Et donc, il y a cet aspect statutaire, essayer de conserver une importance, alors que, de toute évidence, et d'ailleurs largement par la faute des progressistes parmi eux, l'égalitarisme a mené à la chute de la grande culture, qui a mené à la fin des lecteurs, en fait, et à l'avènement du monde des écrans en grande partie. Et le deuxième facteur, le deuxième intérêt qui est menacé, alors là, c'est pour une plus petite partie de nos collègues, qui pour les plus radicaux confinent à la secte, c'est l'intérêt non plus statutaire, mais idéologique, voire strictement politique. Et là, on est obligé de dire, comme le faisait notre collègue Aram, que c'est la suite d'un germe qui a été posé à la Révolution. Le grand paradoxe de la Révolution, c'est qu'elle est supposée accoucher politiquement du monde des Lumières, alors que c'est le moment où on va fermer les facultés de droit, dissoudre les barreaux, où l'on va dire que la République n'a pas besoin de savants, on va laisser courir Condorcet en prison, et surtout, où Saint-Just aura le mot qui explique notre situation, en 1793, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et là a été posé un germe révolutionnaire qui a connu ensuite toutes sortes de mutations, la principale étant le marxisme, pour aller très vite. Et vous constaterez, chers collègues, qu'il y a une constante stratégie de censure des marxistes. Elle a été à l'œuvre de façon constante. Au XXe siècle, pendant que l'Union soviétique existe encore, il y a deux grandes consignes qui sont mises à l'œuvre et qui vont menacer la liberté d'expression et les libertés universitaires. C'est l'accusation de fascisme pour tout adversaire idéologique qui est, comme vous le savez, la grande stratégie stalinienne lancée à partir de 1928. Accusation qui existe toujours d'ailleurs. Moi, je suis régulièrement accusé de fascisme. Bien sûr. Ma femme bien aussi. Sûr, ma femme, alors qu'elle est à moitié juive. Mais alors, on la accuse pas de nazi parce que là, ça serait très un peu bizarre, quoi. Il y a eu des nazis qui étaient juifs d'ailleurs. Notamment, on dit qu'Heydrich l'était. Bon, on dit même qu'Adolf Hitler avait du sang juif. Bon, enfin, on part sur des terrains très glissants parce que là, faut pas aller trop loin là-dedans. Mais moi, je suis régulièrement accusé de fascisme. Sans que les gens sachent d'ailleurs quand même pas comment ça s'écrit. Il l'écrit CH. C'est comme le colonel de Boissaison, par exemple. C'est ça. C'est un juif de génie qui a parlé de reductio ad Hitlerum. C'est le grand Léo Strauss, évidemment. C'est lui qui a Léo Strauss qui a dit ça, oui. C'est Léo Strauss. Et on en est effectivement toujours là. La deuxième grande consigne marxiste qui a été mise en œuvre,
spécialement après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le gramscisme. Kant a été généralisé, ce qui était plutôt minoritaire dans le Parti communiste italien au départ, c'est-à-dire l'idée de la conquête du pouvoir politique par la conquête préalable, l'hégémonie culturelle, et dans les pays occidentaux où justement il y a une cléricature intellectuelle. Et là, le travail d'entrisme des milieux de gauche dans l'ensemble de l'Occident, et notamment en France, dans tout ce qui est culturel, on le sait par cœur, et notamment l'université, a préparé en fait la mutation suivante, et j'en termine par là, j'ai été à nouveau trop long, pas du tout, qui est celle de la chute du mur de Berlin, puis la chute de l'URSS. Donc entre 89 et 91, il y a la fin du socialisme réel, amène la dernière mutation qui est la plus dangereuse pour nous, qui est le wokisme. Oui, sûr, c'est ça. C'est en deux temps. C'est en deux temps. C'est le politically correct et le wokisme, qui est en fait un continuum. Et qu'est-ce qui se passe? Le marxisme mute. Ils ont perdu leur modèle politique. Donc le marxisme devient ce que les Américains appellent le cultural marxism, le marxisme culturel. Et ça commence par être la political correctness, qui est très frappant, c'est que ça part des universités. Donc du cœur du monde libre et qui aurait dû être le cœur du débat. Et c'est là que l'on comprend qu'en fait, ce monde libre qui repose sur des fondements libéraux révolutionnaires, il est en fait très mal placé pour résister à sa radicalisation marxiste en réalité. Après, une longue histoire d'en parler, mais ça part du lieu qui aurait dû être le lieu du débat, les universités, où dans les années 1990, pour la première fois, on a dans les universités des appels à la censure. Des mots, on le voit quand un colloque ne peut pas se tenir parce que des activistes d'extrême gauche viennent perturber les débats et menacer les participants. Ça se voit régulièrement maintenant. On en a eu des exemples il n'y a encore pas si longtemps. Bien sûr. Et il y a aujourd'hui un consensus tout de même là-dessus, puisque même France Université, la terrible conférence des présidents d'université, si toxique à tant d'égards, a fini quand même par faire un rapport qui effectivement, c'est un rapport d'octobre 2025 de France Université intitulé Défendre et promouvoir la liberté académique, et qui dit qu'effectivement, sur les 10 dernières années, au Canada, aux États-Unis, en Europe occidentale, on a des annulations de conférences, de colloques, des perturbations de cours, et des campagnes de stigmatisation sur les réseaux sociaux, comme évidemment notre collègue Aram l'a connu, et puis des pressions idéologiques pour abandonner les recherches. Il y a tout un tas de domaines, mais extrêmement variés, ça va du climat, comme vous l'avez rappelé, jusqu'à évidemment la biologie, avec la question du genre, etc., et qui sont abandonnés en réalité. Donc on a ce que Philippe Nemo a appelé à très juste titre une régression intellectuelle qui vient de ce wokisme, qui organise la censure de ce qu'étaient les humanités et la science pour la fracturer dans ce qu'ils appellent, comme vous le savez, les studies, gender studies, black studies, queer studies, etc., qui fragmentent la science en préambule, en fait, à une fragmentation de la société. Le programme censé relier les studies ou de relier les minorités qui étudient les studies étant l'intersectionnalité, voilà. L'intersectionnalité. Mais vous savez, j'ai dit à mes étudiants, je les ai frappés de stupeur. Alors j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière parce que j'ai toujours prononcé des paroles qui étaient de nature à révolter les wokistes et les gens d'extrême gauche qui me haïssent. Un jour, un ami de mon fils, il a parlé de moi à un étudiant de Sceaux qui a dit « Tourne à fond, il est pire qu'Hitler ». C'est un beau compliment, parce que j'ai quand même pas tué des millions de gens, moi. Mais d'ailleurs, je suis encore plus dangereux qu'Hitler, je suis content. D'une certaine manière, c'est flatteur. C'est flatteur, c'est quand même bien. C'est-à-dire que je serais plus pervers encore, parce que j'ai l'air gentil. Alors, un jour, j'ai dit à mes étudiants, ça les a frappés de stupeur, je l'ai vu, la cancel culture, c'est l'équivalent pour la société de la maladie d'Alzheimer pour l'individu. Et alors là, je les ai vus blêmir. Et là, je crois que ça a touché au but. Après, ils n'étaient plus les mêmes. Et je crois que c'est la vérité, parce que dans nos existences, nous avons des expériences plus ou moins douloureuses, plus ou moins heureuses.
ça fait partie de la vie et de la mémoire. C'est ce que Nietzsche appelait le caractère tragique de l'existence. Si vous refusez cela, vous sortez de la vie, vous n'avez plus que l'euthanasie à ce moment-là. Ou la maladie d'Alzheimer, la perte de la mémoire. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire oui, notre collègue Jean-Luc, évidemment, voilà. Je partage tout à fait ce qu'il a dit. J'ajouterais qu'effectivement, c'est là encore cette espèce de phénomène de boule de neige qui aboutit au wokisme, qui est quelque chose qui est au fond là la dimension sociétale et qui devient quelque chose à certains égards abominable. Là encore, cela ne m'étonne pas du tout. C'est vraiment la boule de neige qui ne fait que grossir depuis des décennies et des siècles. L'idée est celle-ci. Je pense que, et ça, je reprends à Jean-Louis Harouel et à d'autres, c'est la dimension de religion séculière. Oui, évidemment. Il faut bien voir qu'il s'agit d'une religion séculière, Absolument. mais sans transcendance. C'est tout à fait ça. Et c'est ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, notamment la phrase de Saint-Just, mais d'autres. Carrier aussi, qui dit « Nous transformerons la France en cimetière plutôt que de ne pas la régénérer ». C'est-à-dire qu'il y a une dimension vraiment de religion séculière, et plus encore que millénariste, messianique, c'est-à-dire d'apporter hic et nunc ici-bas leur vérité qui est le bien absolu. Donc à partir de là, toute résistance à cette vérité devient un sacrilège. Devient un sacrilège et qu'il faut détruire, annihiler. Et juste, je termine peut-être en faisant un petit parallèle justement avec le christianisme sur lequel on passe du temps, on s'entend à dire du mal, les bûchers du Moyen-Âge, l'Inquisition. Dans le christianisme, le cœur, c'est la doxa, comme pour ces religions séculières. Or, les plus grands penseurs, je pense notamment à saint Augustin ou même avant lui Origène, qui est un théologien du IIIe siècle, peut-être le plus grand théologien chrétien de tous les temps, eux-mêmes reconnaissent que nonobstant une vérité et des erreurs, l'erreur peut être utile pour polir, pour aller plus loin et mieux comprendre la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette dimension, comme vous le disiez, peut-être sectaire absolue et de volonté d'annihiler une opinion dissidente dans le christianisme. Le concept d'avocat du diable. C'est pour ça qu'ici, là, on est face à quelque chose qui est totalitaire au vrai sens du terme. On le sait. Alors, il y a des questions qui affluent brusquement, alors qu'il n'y avait pas de questions. Alors, quelques remarques et des questions. Tout d'abord, une remarque. Jean-Baptiste Grison n'a pas été maître de chapelle à Versailles, mais à Saint-Omer. Oui, désolé, cher collègue. Mais bravo, en tout cas, de connaître Jean-Baptiste Grison et vous écoutez les stances de la calomnie. Je trouve que la Marseillaise, c'est son vrai nom et elle porte bien son nom. Alors, stance de la calomnie. Une remarque d'un autre auditeur. Bonsoir, merci pour cette émission très intéressante. Et le monsieur durement sanctionné par la secte d'extrême gauche est très courageux de continuer à lutter. Bravo. Dommage que la chaîne CNews ne parle pas des sanctions émises par la secte d'extrême gauche dans le milieu universitaire bien courtoisement. Mais un jour, on va essayer d'en parler un peu à Bolloré. Une auditrice. Bonsoir, merci pour cette émission intéressante. Je ne suis ni République, ni roi d'Angleterre et roi de Belgique, mais pour un homme ou une femme comme Jeanne d'Arc qui va me redonner la fierté d'être française bien courtoisement. Il y en a, mais simplement ils ne sont pas au pouvoir. Alors, bonsoir. Si vous avez au moins votre auditeur anonyme, mais cette affaire est atterrante et au-delà de tout commentaire, faut-il admirer ceux qui osent encore dire qu'ils ont confiance dans la justice de leur pays ? On ne doit pas avoir le même. C'est un cauchemar orwellien et la grande masse confirme qu'elle peut tout accepter des extrémistes. Il faut bien se résoudre au constat que la civilisation basée sur un droit garant des libertés est morte, ce que l'on devait comprendre dans la formule oxymorique de la Trinité républicaine. L'imposture de la majorité n'est plus à démontrer, l'histoire et l'histoire des sciences le prouvent depuis les origines de la mémoire de l'humanité. Le progressisme actuel, c'est la régression dans tous les domaines. Alors ça correspond d'ailleurs à l'opinion d'un collègue mathématicien, le professeur Bernard Bozamy, qui a écrit un ouvrage intéressant, que nous avons invité à cette antenne, et qui estime que nous sommes entrés depuis les années 80-90, dans une nouvelle ère d'obscurantisme. Lui, son idée, c'est que les civilisations ont une phase ascendante, un sommet qui a été atteint sans doute au 19e, 20e siècle, et qu'ensuite elles rentrent dans une phase de déclin irréversible, et il appelle ça l'obscurantisme. Et effectivement, nous avons maintenant, par exemple, dire que en pénalisant les propriétaires et en leur interdisant de louer leurs biens, ils vont détruire le climat de la Terre, c'est typiquement obscurantiste. C'est comme les procès en sorcellerie. C'est typiquement obscurantiste. Nous expliquer que les changements de température du globe ou les glaciations, c'est lié aux industries humaines, c'est tellement grotesque. Et c'est d'ailleurs encore pire le jour où il y a une loi qui va interdire de le remettre en question. Donc là, on est dans un système complètement totalitaire, effectivement.
Donc, il dit qu'on nous sommes entrés dans une nouvelle ère d'obscurantisme. Et malheureusement, alors quand on voit les procédures absurdes qu'on nous impose à l'université, là, l'obscurantisme devient une réalité. Et la preuve par 9, c'est quand on a répondu n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. C'était comme le pipotron, hein. Ça a marché parfaitement. C'est fou, ce truc-là. C'est incroyable. Alors finalement, l'HCRS a été dissous à la fin. Et d'ailleurs, il paraît que toutes ils vont en refaire une, mais dans une version différente. Il y aura quelque chose d'encore mieux, vous inquiétez pas. Et tous les rapports d'auto-évaluation ont été fichus à la poubelle. Parce qu'ils ont dû se dire d'un côté ceux qui servaient à rien, mais qui étaient compréhensibles, et d'autres, les nôtres qui étaient incompréhensibles. Alors, allez, on jette tout, ça ne sert plus à rien. Ils ont dû tout mettre à la broyeuse. Et ça a coûté des dizaines de millions d'euros à la collectivité, cette bêtise-là. Peut-être plus encore. Et on a payé des agents pendant des mois pour ça. Parce qu'il y avait des vagues. Rappelez-vous, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4... Ah mais j'ai gardé, je vous joue un jour, si on se rencontre physiquement, je vous montrerai la notice qui est épaisse comme un annuaire du téléphone. Et quand vous commencez à dire ça, vous dites c'est un asile d'aliénés, il n'y a pas de doute, effectivement. Alors, je suis content qu'il y ait quelques questions d'auditeurs, parce que je commençais à m'inquiéter. J'ai dit, Dieu seul nous écoute en ce moment. C'est déjà ça. C'est déjà quand même quelque chose. Mais en tout cas, alors, cher Jean-Luc Cornel de Boissaison, comment vivez-vous maintenant ? Après toutes ces vicissitudes et toutes ces épreuves, comment vous en sortez-vous ? Est-ce que vous espérez quand même revenir un jour dans le... Non. Comment ça, non ? Non, disons que, en tout cas, pas avant des changements politiques majeurs, parce que cette affaire est entièrement politique, évidemment. C'est évident. Je suis de longue date en mode survie, mais ce serait très long à expliquer. J'ai essayé de travailler dans des établissements d'enseignement supérieur privé où j'ai été régulièrement dénoncé par des médias locaux, parfois alors même par vous êtes professeur à l'ICEP, lui-même. à l'ICEP, à Lyon. Et notamment. La dernière école qui a le courage de m'employer est l'ICEP, effectivement. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la façon dont des journalistes me dénoncent dans les écoles où je travaille pour ne pas permettre que je puisse continuer mon activité. Donc, je m'y suis habitué et ça me permet au moins de donner plus de temps à cette école unique et remarquable qu'est l'ICEP, effectivement. Voilà. Le jour où l'ICEP me recrutera également, vous passerez au second plan puisque je suis pire qu'Hitler. Donc vous semblerez être un moindre mal. Je vais soutenir votre candidature avec autant plus d'enthousiasme. Non, mais il faut aller dans des établissements comme celui-là parce que c'est là que nous retrouverons la vraie liberté, qui est la liberté de conscience. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas des choses pour faire plaisir à des groupes de pression ou pour complaire aux puissants du moment ou pour avoir du pouvoir, du sexe et de l'argent. Nous, on ne travaille pas comme ça. On dit les choses en fonction de ce que nous pensons être vrai. Marc, et petite question, avez-vous envisagé un exil ou un départ à l'étranger dans une université ou une école à l'étranger ? Oui, bien sûr, j'y pense toujours. C'est une hypothèse qui, à laquelle je travaille également. Je ne suis peut-être pas suffisamment un bon anglophone pour cela, mais j'y travaille en partie. Et évidemment, l'étranger lui-même, l'étranger francophone, et notamment nos malheureux voisins de Belgique, sont dans un état pire que nous. Le Canada, le Québec, en l'occurrence francophone, n'en parlons pas, n'est-ce pas ? C'est encore pire. Donc, et avant l'administration Trump, qui a eu au moins, dans une politique par ailleurs quelque peu erratique, le mérite de mettre fin au wokisme subventionné. Avant cela, c'était en fait assez difficile, même aux États-Unis, d'envisager effectivement un départ. Voilà, ça fait partie avec quelques amis des choses qui finiront peut-être par se faire. Je vois que l'émission va se terminer. Je me demandais, chers collègues, si vous me permettriez de dire peut-être pour terminer de mon côté et vraiment très très rapidement que je pense que dans ces menaces sur les libertés universitaires, je parlais en fait du caractère au fond de défense d'intérêts à la fois statutaires et idéologiques d'une partie de nos collègues, mais je voudrais aussi dire que
ces minorités ont un pouvoir également par le moyen syndical, et qu'il faut inviter les universitaires qui ne partagent pas ces positions qui mènent au terrorisme intellectuel à être plus attentifs à cela, à se souvenir que des élections existent, qu'il y a des représentants. Moi, en fait, j'ai été, je dirais, lynché disciplinairement par des gens qui, au niveau national, ont été élus par 13% des professeurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ces 13% n'étaient pas des 13% conservateurs. Hein. Donc, il faut être très conscient de cela. Aujourd'hui, ces syndicats qui font tourner le ministère de l'Enseignement supérieur sont entre les mains des forces qui sont hostiles, effectivement, à la liberté de penser. Et donc, il faut être très, très méfiant. Aujourd'hui, une procédure disciplinaire met à mort, hein, absolument. Et je pense au cas de quelqu'un comme Bertrand Pauvert à l'Université de Mulhouse, qui a été révoqué simplement à partir du moment où il a rejoint l'opposition Rassemblement national dans sa ville. Rien que pour ça. À ce moment-là, des étudiantes se sont souvenues qu'il avait eu des propos sexistes. Mais 3 ans auparavant. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il faut dire à nos collègues, faites très attention. Et ne devenez pas lâche pour autant, engagez-vous, et notamment engagez-vous dans un renouvellement des forces de représentation des universitaires. Ouais. Et enfin, et j'en termine tout à fait, il faut comprendre qu'il y a non seulement une crispation de ces milieux-là, mais une crispation générale du pouvoir, y compris centriste, ce que Mathieu Bocoté appelle avec talent l'extrême centre, parce qu'effectivement, les choses sont en train de changer chez nos concitoyens, chez nos compatriotes, et la crispation est à la mesure de la possibilité d'alternance politique. Donc, il faut tenir, parce qu'en fait, l'alternance politique peut, et je l'espère, va avoir lieu. Mais les crispations dans cette attente seront d'autant plus dures chez les universitaires épurés, chez les magistrats et leur pouvoir des juges, chez les journalistes et leur tribunal de la sainte investigation. Donc, il faut être conscient de cette situation. Alors, il y a une question d'auditeur qui vient d'arriver, et on va la lire. La dernière question de la soirée. Mais que ressort-il des universités de soi-disant sciences humaines ? Des diplômes bidonnés qui ne servent qu'à justifier les idéologies mises en œuvre par le processus du cliquet pour des prises de pouvoir en réseau. Ne faudrait-il pas évaluer les retombées de ces enseignements, limiter le nombre de places aux besoins du pays et ne recruter les étudiants que sur concours ? Il n'y a aucune raison de garder ces privilèges des universités qui datent des temps où l'université était sous la juridiction de l'Église et donc représentait un contre-pouvoir au pouvoir royal. Au fond, l'ancien régime était-il bien plus démocrate que la démocratie totalitaire actuelle ? C'est tout à fait juste, je trouve que c'est tout à fait juste. Alors, on ne peut pas dire ça des juristes, parce que quand même les juristes ont un rôle social. Ils deviennent avocats, notaires, conseillers juridiques, agents d'assurance, magistrats, bon, professeurs de droit. Donc là, il y a un rôle social, mais pour beaucoup de sciences humaines, et, effectivement, ça ne mène pas à grand-chose, on le sait très bien, ça mène au chômage. Alors, en tout cas, c'est une émission extrêmement intéressante, parce que vous avez, l'un comme l'autre, Aram et Jean-Luc, mis le point sur l'aspect religieux, qui fait dire à notre maître, que nous appelons un peu notre prophète, Jean-Louis Harouel, qui a découvert, qui a identifié cette religion. Il disait, il y a déjà quelques années, « Détrompez-vous, nous sommes en pleine guerre de religion. » Absolument. Simplement, on ne vous brûle, on ne vous tue pas physiquement, on vous tue civilement ou socialement, mais nous sommes en pleine guerre de religion. Alors quand on arrive à bien s'en sortir, comme je l'ai fait, parce que sans doute parce que j'étais royaliste, alors ça faisait, les gens ne comprenaient pas très bien à quoi ça correspondait. J'aurais été Front National, ça aurait été pire sans doute. Mais je m'en suis toujours très bien sorti avec ça, parce que c'était vague et utopique pour la plupart de mes collègues. C'était plutôt folklorique, on va dire. Mais on peut tomber très mal et tomber sur des tribunaux de l'Inquisition, comme ça a été le cas de Jean-Luc Coronel de Boissaison, et comme ça aurait pu être le cas aussi d'Aram Mardi-Russian s'il n'avait pas pu désamorcer la bombe en temps utile. En tout cas, demain, avec Jean-Louis Harouel, qui sera dans ce studio,
Et vous, Jean-Luc, j'espère que vous pourrez être là encore, je crois que vous serez là. Volontiers, merci beaucoup. On poursuivra ces réflexions avec l'aide des auditeurs, parce que je dis qu'ici, nous ne sommes pas des fanatiques de la démocratie, nous n'avons jamais pensé qu'elle supplantait Dieu, mais nous sommes toujours extrêmement attentifs à l'opinion des auditeurs et nous sommes toujours disposés à leur donner la parole autant qu'ils le souhaitent. Et nous pratiquons la démocratie sans y croire. Voilà. Aram, ouais, alors, là, sans être une conclusion, un mot pour montrer la dimension, de mon point de vue, tout à fait relative, voire discutable du droit positif par rapport au droit naturel. Vous connaissez l'adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, oui. Que ce soit pour Jean-Luc ou pour moi, quelque part, nos ennuis dans les deux cas démarrent sur un délit auquel nous sommes confrontés et par un renversement, oui. Les choses sont inversées. Donc les choses sont inversées, mais c'est pour ça qu'il faut bien avoir conscience de ce que représente le droit positif par rapport, par exemple, au droit naturel, qui est un thème tout à fait passionnant sur lequel il faudrait revenir. Avec plaisir. À bientôt, chers auditeurs. À demain, en tout cas.